Bonjour, nous allons présenter le cours de mécanique des sols qui se rapporte à la résistance au cisaillement des sols. Donc c'est un chapitre important concernant les applications de la mécanique des sols pour l'étude de stabilité et dimensionnement des ouvrages. Au sommaire de ce chapitre, on va présenter une introduction pour introduire la rupture dans un sol. Et on présente également le raisonnement à la rupture et puis la résistance au cisaillement. En deuxième lieu, nous allons parler des méthodes de détermination de la résistance au cisaillement. Mais dans le chapitre qu'on se propose de vous donner, on parlera des essais de laboratoire, notamment les essais de cisaillement direct et triaxial. Alors par la suite, nous allons parler de la résistance cisaillement des sols connus et bien sûr la résistance au cisaillement des sols fins saturés, pour lesquels, au fait, différents essais de cisaillement peuvent être réalisés. Alors, la dernière partie, elle traite des applications de la résistance au cisaillement sur un cas pratique, et on finira par donc, la notion du théorème des états correspondants. Alors, pour comprendre la rupture dans les sols, il faut partir de la réalité. Donc, sur cette figure, nous voyons ce qu'on appelle un glissement de terrain. Plus précisément, c'est le glissement d'une pente naturelle. Donc, on voit ici qu'il y a une route. Et la route, à gauche, on a la partie amont, et ici la partie aval. Et la rupture s'est produite, comme vous le voyez, sur toute cette masse de sol qui a bougé. Donc le mouvement, le glissement, il est caractérisé par un mouvement d'une masse de sol par rapport à une autre, on peut dire qu'il ne bouge pas, mais il s'agit d'identifier ce qu'on appelle la surface de rupture. Donc ici, on voit le début de la surface de rupture de cette masse qui est glissée. Donc, on peut dire de cette manière que la rupture est caractérisée par un mouvement de sol par rapport, une partie du sol par rapport à une autre qui ne bouge pas, mais en même temps, on peut parler de la contrainte, parce que la rupture dans le sol, elle va correspondre à une certaine, on va dire, contrainte maximale qui est mobilisée. La rupture peut avoir lieu pas uniquement pour une pente naturelle. Ici, je vous présente le cas d'une route, une section de route où on va faire des volumes de déblai importants. Et dans la section que vous voyez, on devrait atteindre une hauteur de déblai qui dépasse 20 mètres. Alors, le problème qui s'est posé, c'est lorsque la profondeur de l'excavation avait atteint quelques 15 mètres, voilà ce qu'on a eu en cours de route, notamment bien sûr en présence de l'eau. Alors vous voyez ici sur le talus de déblai une surface qui marque le mouvement du sol par rapport à la partie supérieure, alors qu'ici vous voyez une rupture franche par l'ouverture d'une fissure, une grande fissure, et ceci pour vous dire que la rupture peut avoir lieu de différentes manières et différentes conditions. Alors maintenant, pour s'acheminer vers le contexte du chapitre, ce qu'on peut dire, c'est que la rupture, elle se produit lorsque la contrainte de cisaillement sur la surface de rupture, elle atteint une valeur maximale. On dit que cette contrainte est mobilisée, c'est-à-dire c'est la résistance, c'est la valeur la plus grande de la contrainte de cisaillement, sur une surface à identifier. Donc lorsqu'on parle de la surface, c'est-à-dire c'est la surface, toute la surface qui s'est produite dans le sol, ou à prévoir. On va expliquer ça donc sur un cas au moins. Donc, alors, de quoi dépend la résistance au cisaillement d'un sol, si on veut revenir à la définition d'un sol lui-même? Alors, si nous considérons le cas des sols pulvérulents, c'est-à-dire des grains qui n'ont pas de liaison entre eux, on peut dire que le frottement entre les grains, le frottement intergranulaire, participe à cette résistance.
Alors, la photo que vous voyez ici illustre un peu ça. Donc, sous un élément de fondation chargé, donc nous savons très bien que dans un seul connu, il va y avoir bien sûr des contraintes. Et là, on est en train de schématiser entre deux grains du sol pulvérulent, 1 et 2, l'action du grain 1 sur l'action du grain 2 ou inversement. Donc si au point de contact entre les deux grains, nous considérons ce plan horizontal qui est la facette, donc on voit très bien qu'il va y avoir une composante normale et une composante tangentielle, et on comprend très bien si la valeur maximale de RT, la composante tangentielle, est atteinte, il va y avoir, disons, un mouvement du grain par rapport à l'autre. Alors que si nous considérons le cas des sols fins, c'est-à-dire par définition composés de particules qui ont des liaisons entre elles, donc nous savons très bien ces liaisons, en fait, elles sont caractérisées par des forces intermoléculaires, et normalement, cette composante qui est un peu absente dans le cas des sols pulvérulents, parce que les grains n'ont pas des liaisons, elle participe également à la résistance aux éléments, notamment avec la présence de l'eau. Donc il va y avoir, on va dire, deux causes importantes pour dire de quoi dépend la résistance aux éléments. Donc maintenant, sur le plan pratique, comment mesure-t-on cette résistance aux cisaillements? Donc, nous devons faire des essais où la contrainte de cisaillement sur une facette donnée ou pas donnée, la contrainte taux, elle va, sous l'action d'un chargement, augmenter. Elle va augmenter en fonction d'une déformation qui correspond à l'essai qu'on fait, et elle va atteindre une valeur maximale. Alors, la rupture, par définition, c'est lorsque cette contrainte de cisaillement maximale est atteinte. Et on voit très bien qu'on peut continuer l'essai après la rupture et qu'on ne peut pas dépasser cette valeur. Alors, dans un autre cas de figure, ce qu'on observe sur la courbe 1 peut ne pas être observé pour un autre cas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la contrainte de cisaillement augmente toujours, sans atteindre ce qu'on appelle le pic, mais nous sommes obligés de limiter la déformation en question à une valeur arbitraire pour dire voilà la valeur maximale. Alors, ça, c'est comment on identifie la valeur de taux max. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est de déterminer ce qu'on appelle la courbe intrinsèque d'un sol, et ceci, nous pouvons le formuler donc d'une manière un peu plus générale. Donc, il s'agit de tracer des courbes contraintes, déformation ou force déplacement, équivalent, et à partir desquelles nous allons déterminer un critère de résistance, c'est-à-dire nous allons déterminer un domaine, comme vous le voyez ici, donc sur cette surface qui ressemble à une parabole, sur l'axe par rapport à l'axe des sigma, nous avons la valeur maximale de la contrainte de cisaillement, et physiquement, toutes les valeurs qui sont inférieures à cette valeur sont des contraintes possibles, alors qu'à partir de cette valeur, à partir de la valeur maximale, il n'est pas possible d'avoir une valeur de la contrainte de cisaillement qui peut être ici. Elle est impossible. Donc, d'où la notion de courbe intrinsèque. Donc, la courbe intrinsèque, c'est un peu la limite du critère de résistance qu'on détermine expérimentalement. Alors maintenant, sur le plan pratique en mécanique des sols, comment détermine-t-on la résistance au cisaillement d'un sol? Donc, nous avons dit qu'on peut réaliser des essais au laboratoire, notamment sur des échantillons de sols intacts en particulier. Cependant, nous pouvons faire ce qu'on appelle des essais in situ. Ça veut dire un essai, on va dire, sur le terrain. Il est destructif parce que nous sommes obligés de faire, par exemple, un forage, et par la suite, on va introduire un appareil qui peut être ce qu'on appelle le carottier de l'essai SPT, Standard Penetration Test, ou la pointe ou le cône du pénétromètre, ou le pressiomètre, ou le sismomètre, etc. Donc, ça veut dire que c'est une deuxième façon de mesurer la résistance au cisaillement en faisant un essai sur le site. Alors, on peut faire, chose importante, des essais in situ non descriptifs, c'est-à-dire je peux déduire la résistance au cisaillement au fait à partir de la mesure de la propagation du nombre dans le sol. Par exemple, les ondes de cisaillement, on les mesure par plusieurs techniques, et à partir de la mesure de la vitesse de cisaillement dans le sol, on peut déduire la résistance au cisaillement en utilisant par exemple
des corrélations, pour donc arriver à mesurer le paramètre qui régit la résistance au cisaillement. Alors, chose importante aussi, nous pouvons utiliser des corrélations pour estimer la résistance au cisaillement spécifique à une catégorie de sol. Ça veut dire que, par exemple, on va dire l'essai SPT permet de déterminer, par exemple, l'angle de frottement d'un sable. Ou on peut dire que le sismomètre, c'est un appareil qui est bien préparé pour mesurer la collision d'une argile, etc. Alors, comme on l'a dit au départ, le cours présent ne présente que les essais en laboratoire. Alors, ces essais en laboratoire, nous allons voir, on va dire, les procédures et les principes d'exécution. On ne va pas les décrire en détail, mais nous allons dire quelles sont les étapes d'exécution et qu'est-ce qu'on fait pour déduire ou avoir cette résistance au cisaillement. Avant tout, comme on l'a dit au départ, ce sont des essais menés jusqu'à la rupture sur un échantillon intact ou reconstitué. Ça veut dire un échantillon que nous-mêmes, on peut reconstituer en laboratoire. Ces essais sont caractérisés par une vitesse de déplacement imposée. Ça, c'est très important, la vitesse de l'essai. La vitesse de déplacement imposée, dans quelle phase? En deuxième lieu, ces expériences qui sont relatives à l'essai, elles peuvent être faites en faisant ce qu'on appelle le cisaillement direct. Le cisaillement direct, où on impose le plan de rupture. C'est-à-dire, avant de faire l'essai, nous connaissons la position ou l'orientation du plan de rupture. Alors que dans le cas de l'appareil triaxial de révolution, ce plan de rupture, il est inconnu. On peut, par exemple, le prévoir. Alors, il faut bien comprendre que pour ces deux essais, la procédure est similaire et dans chaque essai, il y a deux phases. Alors, dans l'essai de cisaillement direct, nous prenons un échantillon de sol qu'on place, ce qu'on appelle dans la boîte de cisaillement, et comme vous le voyez ici, cette boîte au fait est constituée d'une partie supérieure et une partie inférieure. Alors, sur la partie supérieure, nous allons appliquer une force ramenée à la section d'échantillon. On va appliquer une contrainte normale sigma. Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, nous allons imposer une vitesse de déplacement. Précisément, de la demi-boîte inférieure qu'on voit ici. Et cette demi-boîte inférieure, elle va être en mouvement, bien sûr, par un moteur, on va dire, permettant de réaliser donc, la cadence d'une vitesse constante. Et de cette manière-là, on comprend que lorsque la demi-boîte inférieure elle va bouger, la résistance au cisaillement va se manifester sur le plan horizontal. Et cette contrainte va augmenter jusqu'à obtenir la rupture sur le plan horizontal à sigma égale constant. C'est-à-dire la valeur de sigma appliquée dans la première phase, dans la deuxième phase, est constante. Et comme on l'a dit, la rupture va se produire sur ce plan horizontal lorsque la valeur de taux atteint la valeur taux max. Alors que dans l'essai relatif, ce qu'on appelle l'essai de cisaillement triaxial de révolution, où l'échantillon il est cylindrique, au fait, on applique un état de contrainte isotrope, c'est-à-dire un état de contrainte qui est le même sur toute facette de l'échantillon. Plus précisément, ça veut dire que l'échantillon cylindrique, caractérisé par deux bases, on va dire supérieure et inférieure, et bien sûr la surface latérale, vous voyez que dans une première phase, sur n'importe quelle facette verticale, tangente à la surface latérale, on va avoir la valeur de P. Également sur la surface supérieure, on va l'avoir. Donc dans la première étape, on applique cette contrainte isotrope P. Alors, dans la deuxième phase, comme pour l'autre, nous allons appliquer une vitesse de déplacement constante de quoi? De tout ce système qui est, on va dire, l'échantillon, déjà soumis à la pression P isotrope, et on va bien sûr, tout ceci se fait dans une cellule triaxiale. Et le plus important, lorsque vous allez déplacer l'échantillon vers l'eau, il va y avoir un piston qui rencontre l'échantillon, et lui qui est bien sûr maintenu à une base fixe et qui permet d'augmenter la réaction du piston par cette force verticale PV. Alors cette valeur PV, au fait, c'est la valeur de la force rapportée à la section horizontale de l'échantillon. Elle va donner une contrainte, qui est le déviateur des contraintes, et le déviateur des contraintes, il va augmenter jusqu'à la rupture. Donc ça veut dire que la deuxième phase, qui est le cisaillement de l'essai triaxial, elle se fait également
à P égale constant, identiquement à celui de la boîte où sigma était maintenu constant. Jusqu'à la rupture, mais chose importante, on n'a pas parlé de direction de plan de rupture ici. Donc le plan de rupture, il est inconnu. On peut le voir à la fin de l'essai, comme on peut ne pas le voir. Donc, comment va-t-on exploiter les résultats? Dans le cas d'essai de cisaillement à la boîte, nous montrons ici, classiquement, on fait 3 valeurs de 3 fois l'essai sur 3 échantillons de sol. Dans le premier, on va appliquer par exemple une contrainte normale sigma 1, et pour laquelle on atteint la valeur taux max 1. On augmente par exemple cette contrainte à une valeur sigma 2 qui permet d'avoir taux max 2, et ainsi de suite la troisième qui permet d'avoir la valeur taux max 3. Donc ça veut dire l'essai caractérisé par des valeurs sigma taux max. Donc les trois couples sigma taux max 1, 2, 3 vont être placés dans ce qu'on appelle le plan de mort, c'est-à-dire taux sigma, au fait qui permet d'avoir le vecteur contrainte sur n'importe quelle facette. Donc ces trois points, à partir de ces éléments, ils sont là, le premier, le deuxième, le troisième, et bien sûr, ces trois points permettent d'approximer ce qu'on appelle la courbe intrinsèque ou la limite de la résistance cisaillement sur cette droite-là. Cette droite-là, elle est caractérisée par deux paramètres qu'on introduit. Avant tout, la pente par rapport à la zone à l'horizontale qui est tangente phi, qui s'appelle le frottement, et c'est la cohésion, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de la résistance au cisaillement lorsque sigma égale 0. Donc, de cette manière, on a identifié ce qu'on appelle les deux paramètres importants qui régissent la rupture dans un sol, qui sont la cohésion, une contrainte, c'est ce que l'on appelle le Pascal, et l'angle de frottement sans unité. Pour l'essai triaxial, l'opération est similaire, mais au fait, qu'est-ce qu'on va porter? Disons, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on augmente la force verticale qui correspond à un déviateur de contrainte qui atteindrait sa valeur max, ça veut dire que si la première valeur de la contrainte, au fait qu'on appelle sigma 3, qui est isotrope, qui est égal à P, on va obtenir Q max 1. En augmentant cette valeur dans un deuxième essai, on va avoir Q max 2, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on trace dans le plan taux? On trace plutôt ici les cercles de mort relatifs à chaque essai réalisé. En fait, parce que sigma 1, parce que sigma 3, il s'exerce sur une facette horizontale dans la phase cisaillement, c'est une contrainte principale, et la valeur sigma 1 qui est appliquée sur la facette horizontale est principale. Donc, ça veut dire qu'on obtient trois cercles. Au fait, ces trois cercles sont identifiés par la valeur minimale sigma 3 et le diamètre du cercle qui permet d'avoir sigma 1. Alors maintenant, essayons de dire pourquoi la courbe intrinsèque est tangente au cercle. Donc ceci peut être démontré d'une manière simple. Au fait, comme on l'a vu ici, nous avons dit que cette droite, c'est le lieu de la valeur taux max, c'est-à-dire la contrainte cisaillement sur le plan de rupture qu'on ne connaît pas. Mais pour nous, on sait très bien que cet état de contrainte est sur la droite. Mais le cercle de mort en ce même point, il permet de retrouver tous les états de contrainte possibles. C'est-à-dire que nous cherchons en quelque sorte un état de contrainte qui appartient à la fois à la droite et au cercle. Et ceci ne peut en fait déterminer que par le point de tangence, bien sûr, théoriquement. Et comme vous le voyez, nous déterminons phi et la cohésion à partir de l'essai triaxial. Donc voilà, sur le plan expérimental, les deux essais les plus connus qui permettent de déterminer la résistance au cisaillement d'un sol. Donc, et finalement, cette droite qu'on vient de produire, elle permet d'écrire taux, tout simplement. On connaît très bien que c'est taux max, la valeur maximale, elle est égale à C, la cohésion, l'ordonnée d'origine, plus sigma, n'importe quelle valeur sigma, fois tangente phi. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Donc c'est une loi expérimentale qui permet de retrouver les deux paramètres de la résistance au cisaillement. Alors maintenant, parlons un peu de l'orientation théorique du plan de rupture. Au fait, dans un essai triaxial, l'état de contrainte est comme vous le voyez à la rupture. Sur le plan horizontal, on a sigma. Sur le plan vertical, nous avons la contrainte sigma 3. Sur le plan horizontal, nous avons sigma 1. Alors, le plan de rupture, il est quelque part. Parce que parfois, on peut l'observer.
Supposons qu'on positionne ce plan de rupture par un angle alpha par rapport à l'horizontale pour un échantillon de hauteur h et de diamètre d. Alors, voilà le cercle de mort qu'on a obtenu à partir du C, et voilà le point enfin, de tangence avec la droite. Alors, on peut appliquer ce qu'on appelle la méthode du pôle pour déterminer la valeur de alpha. Donc, elle consiste à avoir un état de contrainte connu à partir duquel on trace la parallèle au plan où cette contrainte s'exerce. Prenons la valeur, par exemple, de sigma 1 qui s'exerce sur un plan horizontal. Lorsque je pars de sigma 1, je trace l'horizontale, il va couper le cercle en ce point qui est au fait sigma 3. Ça, c'est le pôle. La méthode du pôle, tout simplement, dit si vous voulez déterminer la direction d'un état de contrainte que vous connaissez, vous joignez le pôle à cet état de contrainte. L'état de contrainte qui nous concerne, c'est celui-là, parce qu'il a lieu sur le plan de rupture, et voilà la valeur alpha. Donc, qu'on va calculer dans le deuxième transparent suivant. Donc, chose importante, si je dis que ça, c'est le plan de rupture, on voit très bien que le plan de rupture est caractérisé par un vecteur contrainte qui fait phi par rapport à la normale sur la facette ou le plan de rupture. Alors, ce plan de rupture, notamment, on peut le déterminer d'une autre manière, par ce qu'on appelle la règle de l'angle double. C'est-à-dire, si je dis, au fait, je pars du plan horizontal où s'exerce sigma 1 d'un angle alpha, vous voyez que je pars de l'horizontal, de alpha dans ce sens, je pars sur le cercle de l'état de contrainte sigma 1 et je tourne de 2 alpha. Et au fait, théoriquement, 2 alpha, c'est l'angle qui me permet d'atteindre ce point N. Au fait, c'est l'état de contrainte à la rupture. Donc, il est très facile de faire le calcul dans ce triangle N' jusqu'à son extrémité qui est là sur l'axe des sigma. Vous voyez que cet angle, pour ce triangle-là, cet angle est phi. Pi sur 2, donc cet angle est égal à pi sur 2 moins phi, puisque la seule égale à pi. Pi sur 2 moins phi plus 2 alpha égale à pi, vous donne la direction théorique pi sur 4 plus phi sur 2. Chose très importante sur le plan expérimental, il ne faut pas que le plan de rupture puisse dépasser cette position, on va dire, maximale. Parce que lorsqu'on fait l'essai de cisaillement, au fait, la partie supérieure, elle bouge verticalement, et on ne peut pas admettre si l'angle alpha est supérieur à cette valeur-là, qu'on va identifier, donc il va y avoir une condition qui est violée, qui n'est pas respectée. Donc ce plan de rupture, il n'intercepte pas les bases de l'échantillon quand est-ce que lorsque la tangente de cet angle maximal qui est au fait h sur d, donc h sur d ne doit jamais être normalement même atteinte pour l'angle qu'on a déterminé. C'est pour cela que l'angle théorique qu'on a déterminé, tangente alpha pi sur 4 plus pi sur 2, ne doit jamais dépasser ou atteindre même h sur t. Et ceci explique sur le plan pratique pourquoi on a toujours des échantillons pour faire l'essai triaxial avec un élancement égal à 2, c'est-à-dire le rapport h sur d égale à 2. Parce que, partant du fait que l'angle de frottement maximum dans les sols courants correspond à un sable dense qui est de l'ordre de 37-38 degrés, ceci donne la valeur h sur d égale à 2. Donc, nous allons montrer quelques photos réelles sur des échantillons de sol testés pour les deux essais. Donc, l'échantillon de sol, c'est un sol fin. Les deux figures, photos que vous voyez ici, montrent bien qu'il va y avoir, on va dire, une partie supérieure ou une partie inférieure qui bouge par rapport à la partie inférieure, et ceci correspond à l'essai de cisaillement à la boîte. D'accord? Ça, c'est le niveau du plan de rupture qui a mis épaisseur de l'échantillon. Le deuxième essai, c'est un essai, on va dire, précieux parce qu'il permet vraiment d'obtenir la direction du plan de rupture. Vous voyez comment ça se fait. C'est la partie supérieure de l'échantillon cylindrique qui bouge par rapport à la partie inférieure qui est fixe. Et voilà le plan de rupture. Et vous pouvez même déterminer, en mesurant par rapport, on va dire, cette distance de diamètre, cette hauteur, la valeur de alpha qui vous permet d'avoir une idée sur l'angle. Donc, maintenant, supposons
qu'on peut faire des essais de cisaillement sur les sols de manière générale. Les résultats, qu'est-ce qu'ils donnent? Quelles sont les informations qu'on peut recueillir? Si on se place dans le cas des sols pulvérulents, c'est-à-dire la majorité des éléments supérieurs à 80 microns de point de vue dimension de la particule ou du grain, en général, la cohésion est négligeable pour ces sols. Qu'est-ce que ça veut dire négligeable? On peut dire qu'elle ne doit même pas atteindre 2 kPa. Alors, ça veut dire qu'on peut négliger la cohésion dans l'équation de la loi de Coulomb. Et au fait, puisque C égale 0, on a sigma tangente phi égale tau max. Alors, quelles sont les propriétés de phi? Parce que c'est la seule, on va dire, caractéristique de la résistance au cisaillement des sols. Alors, bien sûr, l'état de densité, lorsqu'il augmente, c'est-à-dire plus le sable ou le sol pulvérulent est dense, la valeur de phi va augmenter. Ceci, on l'a montré avec l'angle de frottement entre les particules. Deuxième cas intéressant, si vous avez la pente d'un talus naturel pour un sol pulvérulent, alors jamais elle ne peut atteindre même la valeur de phi. On va dire qu'elle atteint la valeur de phi par défaut. Et si le sable il est saturé, il y a on va dire un cas très particulier, les sables saturés soumis à une sollicitation dynamique très forte, par exemple un séisme, en fonction de leur état de densité, lâche, dense, ce qu'on appelle critique, ils permettent d'avoir ce qu'on appelle dans l'eau des suppressions très fortes et engendrer la liquéfaction. On va essayer d'expliquer ce phénomène dans le transparent suivant. Alors, mais pour un essai de cisaillement courant, la vitesse de cisaillement, maintenant on se permet de dire la vitesse de cisaillement, tout à l'heure on disait la vitesse de déplacement, cette vitesse de déplacement, elle a lieu lorsque vous faites le cisaillement. Alors, si notre échantillon il est dans la condition drainée, c'est-à-dire on ne bloque pas le départ de l'eau de l'échantillon physiquement, puisque leur perméabilité elle est très élevée, alors la vitesse de cisaillement elle peut être rapide, parce qu'en fait, puisqu'ils sont très fortement drainants, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une contrainte de l'eau, ce qu'on appelle la surpression, et de ce fait, la condition de l'essai, avec une vitesse, on va dire, rapide ou non, ou lente, le résultat va être à peu près le même. Donc, les illustrations pour les sols pulvérulents, la première chose importante, puisque C égale 0, la droite passe par l'origine, ça c'est fini, mais il faut bien comprendre que la facette qui est là, c'est pratiquement la facette qu'on va mettre sur l'axe des taux ici. Voilà, il faut comprendre que dans un sol pulvérulent, toujours, le vecteur contrainte, il fait l'angle phi par rapport à la normale, lorsque bien sûr on parle du plan de rupture. Deuxième chose importante, donc nous savons, nous connaissons tous, par exemple, sur les chantiers, si vous voyez un tas de sable ou un tas de gravier, alors si vous ne le connaissez pas, puisque ce tas il est soumis uniquement à l'action de la pesanteur, son poids unique, alors vous voyez que le tas, c'est pratiquement la forme géométrique que vous voyez, c'est un col. Alors il faut savoir si vous arrivez à mesurer sur ce tas la valeur de cet angle, alors vous verrez qu'elle n'est pas très loin de la valeur de l'angle fixe, c'est une valeur qui est par défaut. Alors ici on donne quelques exemples d'angles de frottement, notamment pour des sols tunisiens, par exemple ici, à différentes profondeurs. Nous avons ici un silk argileux, par exemple. D'accord? Donc la valeur de phi, elle peut varier de 29 à 35. Pour le cas d'un rondé, cette valeur est aux alentours de 30. Pour ce sable d'une carrière, elle est égale à 37. Donc voilà des exemples juste pour avoir une idée sur les sols grenus ou pulvérulents. Alors ici, on explique un peu le fait que lorsqu'on cisaille un échantillon de sol grenu, c'est en fonction de son état initial que la réponse du sol va être un peu différente. Donc si nous sommes dans le cas d'un sable dense, ça veut dire que les vides sont au minimum. Lorsque vous allez, par exemple, à l'essai à la boîte de cisaillement appliquer une contrainte normale, et au début de cisaillement, peut-être au départ, le volume peut diminuer. Là, on présente la variation de volume sur le volume initial.
peut dire la déformation volumique. Mais tout de suite après, le volume, il ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire, physiquement, il est logique, si je pars au fait d'un échantillon dense, le résultat de cisaillement ne peut être qu'une augmentation de volume. D'accord? Alors que si je suis dans le cas contraire, je suis dans le cas d'un sable lâche, c'est plutôt ici le sable lâche, le volume il est important. Donc lorsque vous allez appliquer une contrainte normale et vous le cisaillez, vous pouvez même mesurer le déplacement vertical à la tête de l'échantillon, vous allez toujours avoir une diminution de volume pour le sable lâche. Alors que dans un cas intermédiaire, nous voyons que cette variation de volume peut être minime. Et on dit que la densité est critique, c'est-à-dire que le sable, il n'est ni dense ni lâche, il est entre les deux. Et cet état s'appelle, on va dire, la densité critique. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour la liquéfaction, ce qui n'est pas, bien sûr, très plaisant, parce que la liquéfaction, elle peut conduire à de fortes ruptures pour des bâtiments, pour des ouvrages. Si le sable il est lâche et saturé, donc ça veut dire le fait qu'il ne peut que diminuer de volume, la diminution de volume entraînerait une augmentation de la surpression. Et lorsque cette surpression, très rapidement, elle augmente beaucoup, donc elle va bien sûr amener le sol jusqu'à la rupture. Donc je n'entre pas ici dans les détails. Donc de ce fait, si un sable il est lâche et nous sommes en présence d'une secousse, par exemple sismique, il faut plutôt le densifier, il faut réduire son volume pour éviter, on va dire, cette catastrophe. Alors pour les sols fins saturés, c'est peut-être la partie la plus importante de ce chapitre parce que nous allons voir que pour un même sol fin saturé, en conditions drainées, je précise en conditions drainées, c'est-à-dire notre sol fin saturé, lorsqu'on parle d'un essai de cisaillement, donc l'eau peut sortir de l'échantillon, elle peut être évacuée. Mais sachant que ces sols sont caractérisés par une perméabilité très faible, donc le chargement de ce sol de perméabilité très faible, il correspond à l'essai de cisaillement lui-même. C'est-à-dire, la phase de cisaillement, c'est le chargement de cet échantillon. Alors, si on l'a fait à vitesse rapide, très rapide, bien sûr, la perméabilité très faible ne permet pas à l'eau de s'évacuer, même si vous lui laissez la voie libre. Donc, on va avoir des surpressions interstitielles dans le sol. Ça, c'est important. Donc, on parle de la résistance à court terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui ne peut pas être évacuée du sol, elle va participer à la résistance au cisaillement. C'est-à-dire que, en fait, la surpression interstitielle qui est créée, elle fait partie de la résistance au cisaillement du sol dans ce cas-là. Donc, la cause est physique. La cause est physique, c'est la perméabilité très faible. Et on peut dire que dans cet état-là, le sol fin se déforme à volume constant, puisque les grains et l'eau sont à la fois incompressibles. Alors que dans un deuxième cas, on peut parler d'une résistance à long terme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un peu la situation opposée. C'est-à-dire, c'est le temps au bout duquel, en général, c'est la fin de consolidation primaire, au bout duquel ces surpressions créées, elles vont s'annuler, elles vont se dissiper. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la contrainte créée ou transmise vers l'eau au départ, elle va être égale à zéro. Toute la contrainte va aller vers les grains. Et à ce moment-là, on peut dire que la résistance du sol, c'est celle des grains. Donc l'eau qui entre les particules du sol fin à cet instant, dans cette phase, elle ne participe pas à la résistance au cisaillement. C'est-à-dire, la différence importante qui est physique, c'est la perméabilité. Pour les sols fins saturés, nous sommes obligés de parler de deux résistances. Une résistance qu'on appelle à court terme, où l'eau est le siège de contrainte due au chargement au cisaillement, alors qu'à long terme, cette surpression, elle est nulle, et au fait, on a la résistance des grains. Donc, ça veut dire que cette eau qui entre les particules du sol fin, elle est libre et elle n'est pas le siège, elle ne peut pas participer à la résistance au cisaillement. Et de ce fait, donc, nous allons parler, on va dire, sur le plan pratique, de deux essais, ce qu'on appelle les essais non drainés et les essais drainés. On fait attention sur la terminologie,
essai non drainé, ça ne veut pas dire on bloque ou on ferme les issues pour que l'eau parte. Non, elles sont ouvertes, ces issues. Mais la vitesse de cisaillement, elle est très rapide. D'accord? Alors que l'essai est dit drainé, il est drainé physiquement, parce que les issues de drainage sont ouvertes, mais la vitesse de cisaillement va être au contraire très très lente. C'est-à-dire, on va charger le solvant d'une façon très très faible, une vitesse très faible, de sorte si une surpression est créée, elle va s'annuler. Donc, de ce fait, lorsqu'on parle des solvants saturés, nous sommes obligés de parler de ce qu'on appelle la remise à l'état de contrainte in situ. Donc, ce schéma classique que nous connaissons, on va dire j'ai un solvant saturé, la surface. Si dans ce solvant, je vais prendre un échantillon intact pour lequel, in situ, il y a une contrainte qui vaut gamma prime H, la contrainte effective, et il va y avoir une valeur sigma prime 3 qui est égale à K0 fois gamma prime H, il est le siège d'une pression interstitielle due à l'eau qui est égale à gamma WH. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va le prendre au laboratoire, il ne va être soumis qu'à son poids, et au fait, la valeur U qui est là est égale à 0. Comment nous allons remettre l'état de contrainte de cet échantillon qui provenait de là en le sollicitant, lui appliquant le même état de contrainte, sigma prime 1 et sigma prime 3 qu'on a ici. C'est ça l'état de contrainte. Mais on souligne la chose importante, remettre l'état de contrainte, c'est-à-dire remettre la contrainte effective qui existe dans l'échantillon, ça veut dire qu'il faut le consolider. On applique sigma, une contrainte qui est égale à sigma prime 1 extérieurement, mais on attend à ce que cette contrainte se transmette vers l'eau jusqu'à avoir la pression interstitielle ou la surpression est égale à 0. Donc, cette opération se fait dans la première étape de l'essai de cisaillement, c'est-à-dire, on va dire, un essai consolidé. Qu'est-ce que ça veut dire un essai consolidé? Lorsque l'échantillon pris d'une certaine profondeur, on va lui appliquer la même contrainte verticale en place, mais elle est égale à la contrainte verticale effective. Alors, dans le cas de l'essai triaxial, comme vous le voyez ici, on montre un peu les détails de cette opération. Donc, à l'instant t égale 0, qu'est-ce qu'on fait? Voilà l'échantillon. Bon, la contrainte est isotrope, donc on ne va pas mettre deux valeurs différentes. On sait très bien dans l'essai triaxial, la première phase, il faut appliquer une contrainte isotrope, et par convention, on prend toujours la valeur la plus grande, c'est-à-dire gamma prime H. Donc, extérieurement, l'échantillon dont on néglige le poids, il est soumis à gamma prime H. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est un solvant, même le drainage, il est permis. Il va y avoir une surpression. On ne va pas dire une pression, parce qu'on peut dire que U, d'une manière générale, c'est la valeur initiale due à la pression statique de l'eau, qui ne nous intéresse pas, plus, bien sûr, la surpression. Donc, à l'instant t égale 0 pour cet échantillon, toute la contrainte extérieure va être transmise vers l'eau. Vous voyez ici que U égale gamma prime H, et sigma prime à l'intérieur est égal à 0. Alors, il faut attendre le temps qu'il faut jusqu'à cette contrainte gamma prime H va être transmise vers l'écran. Et vous voyez, lorsqu'on dit l'échantillon, il est reconsolidé, ça veut dire que la contrainte gamma prime H appliquée, elle est égale à la contrainte effective et que la surpression est égale à 0. Donc, on comprend très bien, si on remet l'état de contrainte sur un échantillon de sol prélevé d'une certaine profondeur, il faut le consolider, parce que c'est un solvant saturé, et ceci, bien sûr, nécessite un certain temps. Donc, expérimentalement, de l'extérieur, on applique la valeur de la contrainte effective qui existait in situ, on atteint que le sol se consolide sous l'action de cette contrainte, et que cette contrainte, intérieurement, elle passe vers l'écran. Donc, le premier essai sur un solvant saturé, c'est ce qu'on appelle l'essai consolidé drainé, CD. Donc, cet essai, nous avons dit, il est toujours à deux phases, l'essai de cisaillement. Une phase, numéro 1, on va consolider le sol, on a pratiquement expliqué cela, et on va faire un cisaillement drainé. Qu'est-ce que ça veut dire un cisaillement drainé? Ça veut dire une vitesse de cisaillement très très faible sur ce solvant saturé pour ne pas créer des surpressions. Donc, on comprend que si j'applique une contrainte isotrope sigma 0 et l'échantillon il est consolidé sous cette contrainte,
toute cette contrainte vers les grains et les consolider. À partir de cet état consolidé de l'échantillon, on va faire un cisaillement drainé à vitesse très très faible. Ça veut dire qu'à tout instant dans l'échantillon, la surpression est égale à 0. Et vous voyez que durant cet essai, toutes les contraintes sont transmises vers les grains. De ce fait, lorsqu'on fait un essai sur un sol fin saturé de cette manière, consolidé, drainé, nous allons en fait tracer pour le cercle de mort, l'essai triaxial, un cercle de mort en contrainte effective, sigma prime 1, sigma prime 3, ou pour un essai de cisaillement à la boîte, on va avoir sigma prime et taux max. Donc, ça veut dire que la courbe intrinsèque, à partir d'un essai consolidé drainé sur un sol fin saturé, elle va nous donner deux, on va dire, situations. La première, la plus simple, si la droite passe par 0, ça veut dire C' égale 0, puisque taux égale C plus sigma tangente phi. Cette cohésion, on va l'appeler la cohésion effective. D'accord ? Et c'est le cas d'un sol normalement consolidé. Ça veut dire qu'il n'a jamais été soumis à une contrainte supérieure à celle qui correspond à la contrainte effective en place. Alors que si C' est positive, bien sûr, on va dire que le sol est surconsolidé. Ça veut dire qu'on peut avoir, à partir du résultat de l'essai-CD, on va dire, une caractérisation du fait que le sol soit surconsolidé ou normalement consolidé. Alors, l'équation, comme je l'ai dit, elle va être écrite taux prime, parce qu'il n'y a pas de cisaillement dans l'eau, taux égale C' plus sigma tangente phi'. C' s'appelle la cohésion drainée, ou même effective, et de la même manière, phi' c'est l'angle de frottement drainé ou effectif. Chose importante, si nous allons marquer la contrainte qui correspond à ce qu'on appelle la contrainte de préconsolidation, c'est-à-dire dans cette marge de contrainte normale, va avoir certainement la valeur ce qu'on appelle sigma prime C, qui se détermine à partir de l'essai de métrique. Alors, par définition, lorsque vous êtes inférieur à cette contrainte, lorsque la contrainte normale dans le sol ne dépasse pas cette contrainte, c'est là où le sol il est surconsolidé. Alors que si vous dépassez cette valeur, par définition, parce que vous avez maintenant une valeur qui a atteint ou même dépassé sigma prime C, donc vous êtes dans le domaine normalement consolidé. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on précise, c'est comme si nous traçons une courbe intrinsèque qui marque pour un sol fin saturé. Lorsqu'il est surconsolidé, c'est dans la marge de sigma qui est inférieure à sigma prime C. Et à ce moment-là, il va être régi par les caractéristiques C', on va dire phi' OC, ça veut dire en anglais all consolidated, surconsolidé. Et lorsqu'il est supérieur, lorsque l'état de contrainte supérieur à sigma prime C, il est normalement consolidé. D'accord ? C'est-à-dire le phi' NC, c'est ce phi' là. Mais le phi' du sol surconsolidé, c'est celui-là. Et il est évident que le phi' du sol surconsolidé est inférieur à phi' normalement consolidé. On va prendre le cas contraire maintenant. On va faire un essai spécifiquement triaxial où on ne consolide pas et on ne draine pas l'échantillon. Mais nous allons prendre un seul fin très particulier. C'est le seul fin où toutes les particules ont une dimension inférieure à 80 microns. C'est-à-dire, ça veut dire que le seul fin, on va dire, c'est un seul fin à 100%. Okay ? Donc, avant l'essai, si on va faire l'essai triaxial, nous disons toujours que lorsque je découpe un échantillon, il est soumis à son poids extérieurement, les contraintes extérieures égales à 0. Mais faites attention, cet échantillon peut être le siège d'une valeur de pression interstitielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'elle est égale à 0, mais elle a une valeur initiale de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien sûr, si on dit que U égale U0, c'est comme si la contrainte effective, différence entre 0 et U, puisqu'on sait que sigma moins U, ça donne sigma prime. Là, ça va donner moins U0. Okay ? Donc, c'est comme si la contrainte effective dans l'échantillon, c'est l'opposé de la surpression si elle existe. Maintenant, si on fait maintenant la première étape, c'est-à-dire on va appliquer sigma 0, la contrainte isotrope. Nous avons dit dans la première phase de l'essai triaxial, on va appliquer une contrainte sigma 0. Et sachant que cette valeur sigma 0 correspond à une non-consolidation, bien sûr, cette contrainte va s'ajouter à la surpression initiale.
Initialement, nous avions U0. Maintenant, j'applique sigma 0 et je sais très bien qu'elle va directement vers l'eau. Donc, U est égal à U0 plus sigma 0. Et de ce fait, chose importante, la valeur de la contrainte effective ne change pas. D'accord? C'est-à-dire, lorsque je soumets l'échantillon de sol fin saturé rapidement à la contrainte sigma 0, elle va vers l'eau, c'est comme si son état de contrainte effective ne change pas. Deuxième phase maintenant, on va faire un cisaillement rapide parce qu'il est non drainé. C'est-à-dire, je vais créer, on va dire, un excès de la contrainte verticale sigma 1, delta sigma 1, qui va s'ajouter à cet état de contrainte, c'est-à-dire sigma 0, sigma 0. Donc vous voyez ici sigma 0, sigma 0, c'est cet état. Et on va ajouter delta sigma. Et comme le cisaillement il est rapide, ça veut dire que delta sigma 1 va bien sûr se transmettre d'une certaine façon à l'eau avec delta U. Mais enfin, il faut très bien comprendre que ce delta sigma 1 il provient du déviateur. Alors ici, qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire tout simplement que au fait, le delta U, il va dépendre on va dire, du delta du déviateur, c'est-à-dire delta sigma 1 moins delta sigma 3. On va écrire que le delta U, c'est, on va dire, une fonction de delta sigma 1 moins sigma 3. Mais en termes d'incrément, delta sigma 3 égale 0, et on comprend très bien que le delta U, c'est une fonction de delta sigma 1, c'est-à-dire la valeur qui s'ajoute. Alors, chose intéressante, et ceci c'est théorique, chose importante, c'est que lorsque vous écrivez sigma prime 1 sous cette façon-là, et lorsque vous écrivez sigma prime 3, qui est sigma 3 moins U, donc on va dire sigma 0 moins cette valeur-là, donc ça veut dire que vous allez obtenir moins U0 moins delta U, qui est F de delta sigma 1. Et ceci jusqu'à la rupture. Mais regardez bien, l'état de contrainte effective, au départ, il est le même à celui à l'arrivée. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un essai de cisaillement non consolidé, non drainé, vraiment toute la surpression, c'est-à-dire la contrainte due au cisaillement, elle va augmenter au fait les contraintes, mais elle va être du côté de la surpression de l'eau et elle ne va pas augmenter la valeur de la contrainte effective. Et de ce fait, vous allez voir des cas concrets, c'est-à-dire à partir de ce résultat-là, voilà ce qu'on obtient. Je dis dans le cas d'un sol fin, dont la granulométrie est à 100% inférieure à 80 microns, on va obtenir des cercles de mort qui ont pratiquement le même diamètre. Et ce qui va se passer lorsque vous allez augmenter sigma 3 du premier essai à une valeur sigma 3 à une valeur sigma 3,2, au fait, la valeur sigma 1 va augmenter, mais l'augmentation de sigma 3,1 à sigma 3,2, elle va directement aller à sigma 1. Et de ce fait, pour ces deux essais triaxiaux sur l'échantillon fait à deux valeurs différentes de sigma 3, l'état de contrainte est identique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à court terme, la résistance au cisaillement, en fait, elle est avec un frottement, un angle de frottement phi U égale 0. On dit que CU, en fait, c'est la cohésion, comme le nom de l'essai. Non consolidé, non drainé. Donc, non consolidé, ce n'est pas le mot important, mais c'est la cohésion non drainée. C'est-à-dire, un sol fin à court terme, vous voyez très bien, si vous faites un essai non consolidé, non drainé sur un sol fin saturé, au fait, sa résistance au cisaillement ne manifeste pas de frottement entre les particules et vous avez une valeur constante de la valeur Thomax qui est égale à CU. Alors, bien sûr, ici, on va discuter un peu sur le plan pratique comment on peut avoir ce résultat-là. Là, c'est un échantillon de sol dans le contexte tunisien qui avait donc accompagné ce qu'on appelle la construction du pont à Tesla-Boulette sur un échantillon prélevé à 5,5 mètres de profondeur. On a fait un essai de cisaillement direct. Et vous voyez que la valeur de taux en bas, ici, est la valeur de delta L, le déplacement de la ligne boîte inférieure. Et on a suivi le cisaillement jusqu'à une valeur de delta L relativement grande, parce que delta L avait atteint à peu près 5 mm, sachant que le diamètre ou le côté de l'échantillon est de 5 cm, ou même 6, ça veut dire qu'on est allé un peu au-delà
de ce qu'il faut. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si nous partons du fait qu'il faut prendre la valeur max, comme on le voit ici sur cette feuille d'essai, alors le laboratoire, bien sûr, en charge de ce projet, ils ont mis les trois valeurs pour sigma 1 égale, que vous voyez ici, sigma 1 normalement égale 1, 2 et 3 bars, ils ont pris la valeur Tmax. Et la valeur Tmax, on la voit ici. Vous pouvez vérifier avec moi que ici nous avons à peu près 0,4. Voilà 0,4 pour un bar. Donc on a pris ces valeurs. Et ces valeurs sont très loin de ce qu'il faut faire en réalité. Pourquoi? Parce que après avoir placé les 3 points, voilà ce qu'on détermine. On détermine une cohésion pour cet échantillon de 33 kPa et un angle de frottement de 6 degrés. Alors maintenant, lorsqu'on dit que la résistance du cisaillement, elle doit être mesurée, ce qu'on appelle en petite déformation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser quelques 5% peut-être, mais 10% c'est une valeur très grande. Donc si je prends par exemple 3 mm de déplacement par rapport à 6 mm qui donnerait 5%, ça veut dire que je préfère, moi, les points bleus. Et ces points bleus me donnent, bien sûr, les 3 points qui sont là. Et lorsque je trace la droite, je vais avoir, en fait, les valeurs 0,28, 0,46, 0,39, je vais avoir une valeur de 0,25 bar. Et l'angle de frottement est certainement inférieur à 6 degrés. De toutes les manières, un angle de frottement inférieur ou égal à 6, il est négligeable. Et vous comprenez qu'on tend vers une contrainte de cisaillement, puisque c'est un seul fin dans le contexte de ce projet. Donc, nous allons avoir une valeur, on va dire, qui est aux alentours de 0,25, 0,3, pas plus. D'accord? Mais si nous allons prendre une valeur de la résistance au cisaillement dans un rapport du déplacement horizontal sur le diamètre ou le côté d'échantillon qui atteint 10%, on ne peut pas avoir un résultat, on va dire, réaliste. Alors ici, vous voyez mieux le résultat théorique à partir toujours d'un essai de cisaillement à la boîte, mais pour lequel on a déterminé, on a fait comme d'habitude les trois valeurs sigma 1 bar, 2 bar, 3 bar, et on a pris comme d'habitude les valeurs maximales. Vous voyez que les valeurs maximales sont à peu près autour de la valeur 0,23. Alors, comment peut-on convaincre du choix non adéquat de CFI pour, on va dire, l'échantillon précédent? Vous notez bien, si je reviens en arrière, ça veut dire que un échantillon à 5,5 mètres de profondeur, on propose une cohésion de 33 kPa, à peu de choses près, on va dire de 30, alors qu'un échantillon à 22,5, c'est-à-dire beaucoup plus profond, on trouverait la même chose. Et vous voyez qu'il faut faire très attention au niveau de l'interprétation des résultats des cisaillements. N'oubliez jamais cette affaire de petite déformation, c'est-à-dire, en fait, delta L sur D n'est pas une déformation, et c'est, on va dire, un déplacement normalisé par rapport au côté de la boîte. Donc, ce résultat-là, il est plus fiable, en quelque sorte, que le résultat précédent. Alors maintenant, pour le même projet, on a fait un essai triaxialement consolidé d'André sur un échantillon prélevé à 50 mètres, et pour lequel on a appliqué sigma 3, 100, 200 et 300 kPa. Voilà ce qu'on trouve. On trouve des cercles de mort, on va dire, qui n'ont pas exactement le même diamètre, mais en fait, l'angle de frottement interne ne dépasserait pas 7 degrés. Et à ce moment-là, on propose 35. Alors, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi l'échantillon prélevé à 5 mètres de profondeur, on lui attribue 33 kPa, alors qu'un échantillon à 50 mètres, on lui attribue 35 kPa, que quelque chose ne va pas. Alors maintenant, laissons, on va dire, l'échantillon réel de côté. Lors d'un travail de recherche effectué sur la base naturelle de Tunis, ici on montre le lieu, avenue de la République, profondeur de 7,5 mètres, on a fait des essais non consolidés en drainé sur cette base naturelle. Et on voit ici des cercles de mort vraiment qui ont le même diamètre ou le même rayon. Et ceci traduit bien le fait que phi u soit égal à 0 pour un seul fin saturé
en condition non consolidée, non drainée. Alors, reste l'essai, on va dire, le troisième essai qui est un essai important. Pourquoi? Parce que cet essai, il va être entre les deux. C'est-à-dire, c'est un essai dans la première phase de consolidation. La première phase de l'essai, on va consolider l'échantillon. Mais dans la deuxième phase, on ne va pas drainer. C'est-à-dire, on va le cisailler rapidement. C'est ce qu'on appelle le CCU. Avec mention, mesure de la surpression à la rupture. Alors, le but de cet essai, c'est avant tout quoi? On va parler d'une cohésion non drainée qui correspond à un état de consolidation. Si vous vous rappelez, pour les CUU, on a déterminé une cohésion non drainée unique, bien que la contrainte normale ou sigma 3 augmente, mais ce CU, il est constant. Donc, on comprend peut-être un peu facilement si pour les mêmes valeurs, je vais consolider, c'est-à-dire initialement, cette consolidation, je vais la porter vers le grain, la résistance du sol, même s'il est non drainé, elle va être meilleure. Et c'est ça la réalité. Mais en fait, lorsqu'on parle de l'état de consolidation, on pense à la contrainte effective. Et cela veut dire que dans un sol fin saturé, on parle beaucoup de l'augmentation de CU en fonction de la profondeur. C'est exactement CU en fonction de l'état de consolidation. Donc, dans la première étape, on l'a décrite pour laisser consolider, drainer. On a dit qu'il faut appliquer juste une valeur sigma 0 et on laisse le temps qu'elle aille vers les grains, de sorte que U soit égal à 0. Faites attention maintenant. Ce sigma 0 va être maintenu constant extérieurement. Mais lorsque vous allez cisailler rapidement, maintenant, vous allez avoir une surpression. Pourquoi? Parce que la vitesse de cisaillement est rapide. Par rapport à la fin de cette première étape où U égale 0, maintenant U devient positif. Et à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de déterminer une contrainte totale et une contrainte effective si vous mesurez U à la rupture. Au fait, lorsque vous allez prendre les contraintes totales, c'est-à-dire sigma 1, sigma 3, que vous voyez ici, vous tracez des cercles, bien sûr, qui vont avoir des diamètres différents, et non pas des cercles qui vont avoir le même diamètre, parce qu'on a consolidé le sol. Vous voyez que si je fais la contrainte, je dirais sigma 3,1, c'est le cercle rouge, le cercle en vert avec une valeur sigma 2, son rayon va être nettement grand, et une valeur sigma 3. Alors, les trois cercles tracés en contrainte normale, si vous mesurez la pression interstitielle pour chacun des essais, vous allez décaler le cercle et vous allez déduire les cercles en pointillés pour les trois cas. Et à ce moment-là, chose importante, les cercles en contrainte effective, nous avons dit au départ que ça correspond à la résistance au cisaillement des grains. C'est-à-dire qu'ils permettent de déduire, le mot exact, de déduire, et non pas déterminer, C' et Φ'. C'est-à-dire, l'avantage d'un essai consolidé non drainé, numéro 1, c'est qu'il vous permet de déduire, ce n'est pas une mesure directe, C' et Φ'. Mais nous n'avons pas oublié, bien sûr, le premier but important qu'on va évoquer. Donc maintenant, on revient aux trois cercles qui ont été obtenus pour trois essais où sigma 3 augmente d'une valeur 1, 2 à 3. Et chose intéressante sur ce schéma, la valeur du rayon de chaque cercle va être appelée CU. Mais faites attention, ce CU, c'est un CU qui correspond à un sigma 3 de consolidation. On va dire CU1 de sigma 3,1, c'est le rayon du cercle de mort en contrainte totale ou en contrainte effective. Il est le même pour l'état consolidé numéro 1. Je vais avoir une cohésion non drainée consolidée sous sigma 3,2 supérieure qui va être CU2, etc. Et chose importante, vous allez déterminer cette pente qui s'appelle lambda. On dit tangente lambda, c'est le paramètre d'augmentation de CU en fonction de la profondeur ou en fonction de la contrainte de consolidation. C'est-à-dire, si vous faites par exemple CU2 qui est là, moins CU1 qui est là,
divisé par sigma 3,2 moins sigma 3,1, vous allez obtenir tangente lambda. Et ceci vous donne une idée sur le fait que si vous faites un essai de cisaillement rapide sur un échantillon qui est soumis à la contrainte verticale en place, que sa résistance, bien sûr, non drainée, qui est la cohésion non drainée, va augmenter. Donc, ça veut dire que c'est l'effet profondeur. Alors, pour une vase reconstituée, maintenant c'est un autre cas, dans le cadre d'un travail de recherche, ici on montre les résultats d'un essai, bien sûr CU, qui a permis de déterminer la valeur, cette valeur CU0, c'est-à-dire la cohésion non drainée pour une contrainte de consolidation nulle. D'accord? Je dis CU0, hein, c'est, on va dire, l'ordonnée à l'origine de cette droite de pente lambda, de tangente lambda. Alors vous voyez que CU0 est de 22 et que tangente lambda est de l'ordre de 0,38, bien sûr, sur cette base de Tunis reconstituée, qui n'est pas un sol à 100% réel, mais descriptif. Alors maintenant, si nous récapitulons pour la résistance au cisaillement d'un sol fin saturé, qu'est-ce qu'on peut faire pour un sol fin saturé en termes de résistance au cisaillement? Si on fait l'essai consolidé drainé CD, qu'on peut faire à la boîte, c'est-à-dire cisaillement direct ou au triaxial de révolution, on détermine C' et Φ'. Ce sont des caractéristiques à long terme. Et on a dit que si C' est égal à 0, le sol il est normalement consolidé, dans le cas contraire, il est surconsolidé. Nous pouvons faire l'essai non consolidé non drainé. Ah, chose importante, si vous faites un essai de compression simple sur un sol, ça veut dire qu'il n'y a pas de confinement, eh bien, sachez que la résistance à la compression du sol, elle est 2 fois la cohésion non drainée, celle qui aurait été déterminée de l'essai non consolidé non drainé. Donc, on obtient la résistance à court terme, qui s'appelle CU et FU. Ici, faites très attention. Pour les sols en général, FU n'est jamais toujours égal à 0. FU est égal à 0 pour les sols fins saturés à 100% de granulométrie inférieure à 80 microns. Ça veut dire, si vous avez un sol fin qui n'est pas saturé, vous êtes hors sujet. Ça veut dire FU va être positif différent de 0. Si vous êtes dans le cas d'un sol intermédiaire, par exemple, 80% de sol fin et 20% de sol grenu, sans FU n'est pas égal à 0. Donc, chose importante pour éviter, on va dire, les confusions, on va dire, faciles, FU égale 0, ce n'est pas toujours la valeur de l'angle de frottement à court terme d'un sol. C'est la valeur, dans le cas d'un sol fin de granulométrie entièrement inférieur à 80 microns, à court terme, bien sûr, non consolidé, non drainé. Bon, nous pouvons faire également le CCU, consolidé, non drainé, et il nous permet de déterminer CU de sigma 0 et tangente lambda CU. Faites très attention. Sur les livres de mécanique des sols, lorsque vous tracez la courbe intrinsèque au cercle en contrainte totale, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle CCU et FICU, comme déterminer C' et Φ', ou CU et FIU, mais ces valeurs n'ont aucun sens physique. Vous pouvez les mesurer, mais jamais vous ne pouvez les utiliser pour des calculs de stabilité. Donc, les caractéristiques à retenir pour un sol fin saturé, lesquelles? C', Φ', CU, FIU et CU de sigma C et tangente lambda CU. Bien sûr, nous avons dit que lors d'un essai CU, si je mesure la pression, surpression à la rupture, je peux déduire C' et Φ'. Donc maintenant, nous allons parler d'un cas pratique intéressant pour notamment les sols fins saturés, pour comprendre un peu cette question de consolidation. Le contexte est comme suit. Supposons que j'ai un sol fin saturé et pour lequel je connais que la cohésion non drainée est une valeur CU1, bien sûr différente de 0, positive, et FIU1 égale 0. C'est un sol fin à 100%, saturé pour lequel on a ça. En réalité, nous voulons construire un réservoir sur ce sol, mais on voit que ce sol a une valeur faible de la cohésion non drainée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ce qu'on appelle le précharger. C'est-à-dire, avant de construire le réservoir, nous allons par exemple construire un remblai qui apporte une contrainte P0 à la surface du sol. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le consolider. Qu'est-ce que ça veut dire le consolider? Laisser cette contrainte constante et attendre un certain temps.
on peut dire attendre jusqu'à toute cette contrainte soit transmise vers les grains. Et supposons, pour cet état-là, j'ai déterminé CU2. C'est-à-dire, j'imagine que j'ai le temps nécessaire pour consolider le sol à 100% sous P0. À ce moment-là, je vais obtenir CU2, toujours avec un angle de frottement φU2 qui est égal à 0, parce qu'il correspond à la phase 2, mais elle est bien supérieure à CU1. Donc à ce moment-là, je peux, on va dire, fonder le réservoir sur le sol. Donc, maintenant, au fait, ici, on illustre un peu quelque chose de théorique. Parce que dans la pratique, en fait, si, on va dire, nous allons améliorer le sol en le consolidant par un remblai, on ne peut pas attendre des mois ou des années. Au fait, on utilise d'autres techniques d'accélération de la consolidation, les drains verticaux ou autres. Mais le plus important dans le cadre de ce cours, c'est que je ne peux pas attendre le temps de 100% de consolidation sous P0, mais je vais me limiter à un degré de consolidation. C'est-à-dire, je connais, si je peux attendre 6 mois, je vais consolider le sol à 30%. Donc, la valeur à prendre pour CU, bien sûr, n'est plus CU1, mais elle n'est pas CU2, mais elle va être CU1 plus la différence CU2 moins CU1, c'est-à-dire la différence où on a fait 100% de consolidation, multiplié par U sur 100. Et U, c'est le degré de consolidation qui avait été introduit dans le cadre du chapitre consolidation primaire. Et à ce moment-là, vous comprenez que, au fait, le sol fin saturé, à court terme, il peut avoir une caractéristique toujours CU, pas autre chose. On peut le consolider. Il a toujours une valeur CU, qui peut être CU2 s'il est consolidé à 100%, qui peut être CU3, intermédiaire entre CU1 et CU2, pour des raisons pratiques. Donc maintenant, les applications de la résistance au cisaillement. Nous avons commencé ce chapitre par les glissements de terrain. Alors ici, on illustre ce qu'on appelle la résistance au cisaillement résiduel. En général, si nous avons une pente qui avait été l'objet d'un glissement de terrain, ça veut dire sur le plan pratique que nous avons quelque part atteint la valeur maximale de la résistance au cisaillement. On appelle taux pic, c'est la valeur maximale ou ce qu'on appelle la valeur de pic. Alors, si nous voulons maintenant construire quelque chose sur cette pente, qui n'est pas un sol comparé à une pente qui n'est pas le siège d'un glissement de terrain, pour être du côté de la sécurité, on ne va pas déterminer les valeurs de C et Φ qui correspondent au pic. On va plutôt considérer des valeurs résiduelles qui nous donnent une résistance au cisaillement, on va dire expérimentalement bien inférieure, mais on va dire sur le plan interprétation, il faut mener l'essai en grande déformation au-delà et retrouver ou chercher un deuxième palier où cette contrainte serait stabilisée. Et ça veut dire que je vais déterminer au lieu de taux max, la résistance de pic, une valeur Thorez. Cette valeur résiduelle, elle est inférieure à taux max. Et sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire si pour le sol avec des caractéristiques de pic, Φ' et C', alors automatiquement la valeur de la cohésion résiduelle est égale à 0. On ne va plus donc considérer une cohésion pour la résistance résiduelle, et que pour l'angle de frottement résiduel, à partir des essais bien sûr réalisés dans un certain contexte, on peut utiliser des corrélations du genre qui nous permettent de dire que la différence entre Φ', la valeur de résistance de pic, moins celle Φ' résiduelle, serait dans cette marge. C'est-à-dire en fait qu'il faut penser à cette chose-là lorsqu'on a un problème de stabilité sur une pente qui a été déjà le siège d'un glissement terrain. Le théorème des états correspondants, on va finir le chapitre par quelque chose de théorique mais intéressant. Au fait, le théorème des états correspondants, en bref, il permet, ou il propose, on va dire, ce qui suit. Si j'ai un sol fin ou un sol intermédiaire qui a un angle de frottement phi et une cohésion C, comme vous le voyez ici, et là on montre un cercle, on va dire, tangent à la courbe intrinsèque, la rupture. Donc, on pourrait
le remplacer par un sol qui n'a plus de cohésion, mais qui a le même angle de frottement, et vous voyez que ceci se fait juste en faisant une sorte de changement à l'origine. C'est comme si je prenais l'axe du taux, au lieu de l'avoir ici, je vais le placer ici. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux sols? Quel est l'équivalent de la cohésion qui devient égale à 0? L'équivalent, c'est cette contrainte normale qui est égale au fait à cette quantité, C cotangente phi, C sur tangente phi. C'est comme si, pour faire les calculs, je peux supposer que mon sol est purement frottant, mais il faut ajouter en tout point de ce sol une pression isotrope, comme on l'a vu dans le cas de l'essai triaxial. C'est-à-dire n'importe quel état de contrainte pour ce sol devra être ajouté de C tangente phi pour retrouver la même chose. Donc ici, on a tracé deux états de contrainte, l'un à la rupture et l'autre en deçà de la rupture, mais entre les deux, il va y avoir C cotangente phi. Alors ceci nous ramène à parler de quelque chose, on va dire, encore de théorique, mais qui illustre très bien cette propriété. Dans le cadre du calcul à la rupture, si vous allez chercher la valeur du chargement à la rupture d'un échantillon cylindrique qui a une cohésion C positif et phi positif, c'est ce cas-là. Donc, les C de compression simple d'une certaine manière, notamment un plateau fixe en bas, un plateau, on va dire, amovible en haut qui descend. Donc, vous pouvez déterminer sigma 0, la résistance à la compression, théoriquement. Alors, si je fais le calcul, bien sûr, en considérant le même angle de frottement et C égale 0, qu'est-ce qu'on avait dit en termes de contrainte? Cet état de contrainte, au fait de la résistance de l'essai de compression simple, la contrainte est nulle sur la face, sur la frontière, je vais dire, c'est-à-dire là sur la face verticale latérale et sur la face, on va dire, horizontale en haut et en bas. Alors, lorsque je mets C égale 0, je dois ajouter C cotangente phi sur toute la frontière de l'échantillon. Alors, théoriquement, vous pouvez montrer par le calcul à la rupture que la valeur exacte de la résistance à la compression, pour ce cas-là, s'écrit 2CS tangent pi sur 4 plus phi sur 2, alors que si vous considérez, bien sûr, ce deuxième cas, vous allez obtenir Q' est égal moins sigma prime 0, comme ici moins sigma 0, parce qu'on compte les valeurs négatives en compression, et à ce moment-là, vous voyez que la résistance est équivalente. C'est-à-dire, finalement, sigma 0 égale sigma prime 0 plus C cotangente phi donne le même résultat de la charge à la rupture d'un échantillon cylindrique, tantôt considéré cohérent et flottant, tantôt considéré, on va dire, purement frottant, donc cohésion nulle, mais soumis à un état de contrainte isotrope. Alors, en conclusion de ce chapitre, la résistance au cisaillement dans le contexte qui a été exposé, nous avons vu des connaissances de base au fait de la résistance au cisaillement pour aborder les études de stabilité des ouvrages géotechniques. C'est important. C'est-à-dire, c'est la façon de raisonner du mécanicien des sols pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire, son état, plutôt son point de repère, c'est la rupture dans le système. On part de la rupture et par la suite, on va dimensionner. Ceci, bien sûr, vous allez le voir dans les chapitres qui traitent des applications, des fondations superficielles, du soutènement ou autre. Alors, nous avons parlé de la détermination des paramètres à la rupture introduits, la cohésion et l'angle de frottement, ce sont des caractéristiques de résistance au cisaillement d'un sol qu'on peut obtenir à partir des faits à vitesse de cisaillement contrôlée. Nous avons senti que, bien sûr, le résultat il dépend du type de sol, des conditions de drainage, ça veut dire la vitesse de cisaillement, et que pour les sols grenus, ce qu'il faut retenir, on peut dire que la résistance au cisaillement est unique, c'est-à-dire elle est régie essentiellement par l'angle de frottement, la cohésion est négligeable, mais que nous faisions des essais de cisaillement rapides ou lents, comme le drainage est toujours permis, nous allons avoir pratiquement la même résistance parce que l'eau ne participe pas à cette résistance. C'est le contraire pour le cas des sols fin saturés. La résistance, elle dépend du fait que l'eau encaisse des contraintes ou non dans le sol soumis au cisaillement. Si cette eau ne trouve pas le temps de sortir
du fait qu'elle est incompressible comme des grains, même si on draine l'échantillon, il va participer à la résistance au cisaillement par des surpressions. Là, on parle de la résistance à court terme. Mais si nous nous intéressons, on va dire, au cas opposé, comment l'eau ne participe plus à la résistance au cisaillement, il faut laisser le temps aux surpressions de se dissiper, et on parle de résistance à long terme. Donc, pour les applications, donc le plus important de ce chapitre, c'est que dorénavant, il faut savoir adapter les paramètres de la résistance au cisaillement déterminés aux conditions réelles du sol. Donc, nous avons compris, par exemple, comment un sol fin saturé, on peut le considérer toujours un sol avec une cohésion non drainée, mais cette cohésion non drainée peut être différente parce que le sol, ça dépend de son état de consolidation. D'accord? Donc, ça veut dire, on raisonne par la cohésion non drainée dans deux phases différentes du projet, parce que le sol a été un sol, on va dire, tel qu'il est naturel, ou un sol qui a subi un certain degré de consolidation. Donc, ça c'est important. Et toujours est-il important de rappeler, de savoir bien déterminer les paramètres de la résistance au cisaillement, comme on l'a expliqué. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et à bientôt pour une séance de travaux dirigés à suivre. Merci.